Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de hashtag partenaire sur le pouce, donc organisé par le DAC Santé 77 Nord. Nous continuons notre tour des dispositifs facteurs ressources dans le champ du handicap et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe relais handicap rare d'Île-de-France. Avant de commencer, je me permets au nom de toute l'équipe de l'association de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Petit rappel également des règles de fonctionnement. Donc, nous allons démarrer la présentation et nous prendrons les questions en fin de présentation. N'hésitez pas à les écrire dans le chat au fil de l'eau. Si besoin, vous pourrez également prendre la parole à la fin de la présentation. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et enfin, en fin de séance, nous vous proposerons un petit formulaire de satisfaction via Google Form, vraiment très rapide, 2 minutes, mais tous vos retours sont toujours très précieux. Et donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je ne l'ai pas fait. Je suis Solène Thiebaud, je suis chef de projet territorial au sein du DAC 77 Nord. Et je laisse la parole à nos deux invités qui vont se présenter. Merci, bonjour, Sandrine Carabeu, je suis la pilote de l'équipe Relais Handicap Rare Île-de-France. Et Sophie Alla-Simone, je suis responsable d'antenne à l'équipe Relais Handicap Rare d'Île-de-France. Bien, Le, merci. Je vous laisse la main. le partage est actif. Tout à fait. Parfait. Bon, ben, on va vous présenter à deux voix l'équipe Relais Handicap Rare. Alors, l'équipe Relais Handicap Rare existe depuis 10 ans et on souhaitait vous repréciser ce que c'était que le handicap rare parce que c'est pas toujours simple à appréhender comme notion. D'autant plus que c'est une notion qui n'existe qu'en France. C'est vraiment une définition française. Cette définition, elle existe depuis 2000 et elle a été réfléchie pour essayer de laisser personne sur le carreau. Et elle a donc des contours assez flous. Pour autant, les précisions sont qu'on est sur un public assez rare, un cas sur 10 000, auquel s'ajoute, pour entrer dans le champ du handicap rare, une rareté des combinaisons de déficiences et aussi une rareté et une complexité des techniques d'accompagnement. Alors, souvent, on confond, et on peut le comprendre, hein, handicap rare et maladie rare. La maladie rare, donc on vous a sur cette diapo présenté ce que c'était que la maladie rare. Les maladies rares, c'est une prévalence de 1 sur 2000. Il y a à peu près aujourd'hui identifié 8000 maladies rares. Et puis, les diversités des maladies rares sont très larges. Euh, et puis, beaucoup de personnes n'ont encore pas de diagnostic. Pour autant, le champ du handicap rare, on est sur une prévalence encore plus rare, on est sur une prévalence de 1 sur 10 000. Et dans la définition, il est précisé que relève du champ du handicap rare des personnes qui ont une déficience sensorielle avec un trouble grave associé. Donc, c'est une déficience visuelle et une déficience auditive grave associée. Donc, depuis peu, on parle de la surdicécité. Euh, une dysphasie grave ou aussi une déficience visuelle grave avec un autre trouble grave associé ou une déficience auditive grave avec un autre trouble grave associé. La définition, elle s'est aussi ouverte à d'autres déficiences qui sont les épilepsies non stabilisées. Donc, des personnes qui continuent malgré les traitements à avoir des crises régulières. Et puis aussi certaines maladies mitochondriales ou du métabolisme ou du système nerveux pour lesquelles on est en difficulté aujourd'hui dans l'accompagnement euh, sur l'ensemble du territoire national. Sophie vous présentera tout à l'heure une situation afin d'éclairer cette définition. Les équipes relais, donc on couvre l'ensemble du territoire national et on s'inscrit dans des schémas. On en est actuellement au troisième schéma. Ce schéma, c'est notre base de travail et il se décline en 3 axes. Assurer avant tout une réponse pour tous et pour chacun des personnes relevant du champ du handicap rare. Donc, Renforcer la dynamique je territoriale. suis en sourdine.
Madame Carabeu, j'ai désactivé votre son sans faire exprès. Du coup, là, ça fait. C'est pas grave. Voilà, je pense que on a raté deux, trois Alors, éléments. J'ai je voulu éteindre recommence. le micro d'une autre Je personne. recommence sur cette Excusez-moi. diapo. Donc, en fait, notre travail s'appuie sur J'ai pas le son. ouais, voilà, cette fois c'est bon. Cette fois, c'est bon. Donc, on s'appuie sur le troisième schéma national handicap rare qui se décline en trois axes. Un premier axe qui est assurer une réponse pour tous et pour chacun. Un second axe qui est renforcer une dynamique territoriale, donc ici pour nous une dynamique régionale. Certaines équipes relais sont sur plusieurs régions, mais nous on est sur une région et l'Île-de-France, il y a plein de choses à faire et c'est largement suffisant. Et puis un troisième axe qui est produire et partager des connaissances autour du champ du handicap rare, puisque c'est un public qui n'est pas toujours identifié et pas toujours très connu. Alors, pour cela, nous sommes une équipe pluridisciplinaire et surtout une équipe complémentaire. Donc, je me suis présentée, je suis la pilote de cette équipe. L'équipe est composée de deux responsables d'antenne qui se répartissent le territoire. Donc, il y a un premier territoire qui est accompagné par Sophie à la Simone ici présente et qui est un territoire 78, 77, 94 et 91. Et puis notre collègue, Madame Annabelle Caricchio, qui est sur les quatre autres départements, 75, 95, 93 et 92. L'équipe est composée d'un médecin qui est présent 2 jours par semaine les mardis et jeudis, ainsi que d'une psychologue qui est présente aussi 2 jours par semaine les mardis et jeudis, et qui pratique la langue des signes. C'est très important pour notre public. Nous avons une chargée de suivi d'activité qui est la personne qui s'occupe de la réception de l'ensemble des demandes et de leur suivi. Une référente de parcours. L'équipe, quand elle sera au complète, il y aura 2 référentes de parcours, 2 conseillères de parcours, qui sont des personnes qui, en plus d'accompagner des situations, comme les référentes de parcours, vont pouvoir apporter un appui aux pratiques, des appuis conseils et faire des sensibilisations. Mais Madame Ala Simone va vous parler de tout ça en détail. Une chargée de mission d'appui au projet. Dans un second temps, je vous parlerai de la dynamique territoriale qu'on tente de mettre en œuvre avec l'Agence régionale de santé, et puis d'une personne qui est assistante de communication et événementielle. Alors, donc, au niveau de l'organisation de notre activité, on a différents niveaux d'intervention avec donc, des actions individuelles donc, pour lesquelles on va être au plus proche des situations sur le terrain avec à la fois des missions d'évaluation, de coordination, mais aussi de gestion de parcours. On va avoir des situations pour lesquelles il y a déjà des professionnels qui connaissent ou qui accompagnent la situation, mais qui sont en difficulté. Et puis, on a d'autres situations pour lesquelles il y a tout à construire parce qu'il n'y a pas du tout d'accompagnement en place. Et donc, on a différentes intensités, on va dire, de suivi et d'accompagnement, puisqu'on a certaines personnes pour lesquelles on va simplement délivrer des informations sur les ressources du territoire. Et les proches ou les professionnels en place sont en mesure ensuite de prendre le relais pour la prise de contact ou la mise en œuvre. Parallèlement à ça, donc on a une dimension d'action collective qui vont plus souvent être à destination des professionnels du territoire, même si parfois ça peut aussi associer les familles, les proches, avec cette idée de pouvoir faire un appui conseil ou bien des temps de sensibilisation sur certains syndromes ou les besoins spécifiques de certains handicaps rares et puis des temps d'appui aux pratiques pour lesquels on peut aller passer aussi du temps dans les structures, échanger avec les professionnels. Parfois, quand la disponibilité ne permet pas les déplacements, ça peut être des temps en visio également pour réfléchir à la façon dont on peut répondre au mieux aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap rare avec l'objectif de parvenir à un apaisement des situations et une stabilisation des parcours. On a toujours en tête vraiment d'éviter les ruptures de parcours pour les personnes accompagnées. Donc, on est sur un dispositif qui va être modulable,
qui peut être parfois très renforcé et parfois beaucoup moins. On ne peut pas être en accompagnement renforcé pour toutes les personnes accompagnées tout le temps. Donc voilà, c'est important qu'on puisse moduler en fonction des besoins identifiés pour essayer de répondre au plus grand nombre. Euh, voilà, donc c'est vrai que je vais vous donner un exemple pour illustrer ça sur les différents niveaux d'accompagnement. L'objectif aussi de ces différents niveaux d'accompagnement, ça va être par rapport au délai d'attente, puisque quand on a beaucoup de sollicitations et que donc le fait de mieux identifier quel va être le besoin de la personne qui nous contacte va nous permettre de pouvoir répondre plus rapidement à une personne qui a simplement besoin d'identifier une ressource qui va correspondre aux besoins spécifiques de la personne euh, par rapport à quelqu'un d'autre qui va avoir besoin d'un accompagnement beaucoup plus renforcé et pour lequel il est possible qu'il faille mobiliser chez nous une référente de parcours. Et dans ces cas-là, effectivement, il pourra y avoir un délai d'attente un peu plus important. L'idée, D'accord. c'est aussi de pouvoir éviter de faire attendre longtemps une personne qui finalement aurait besoin d'un échange beaucoup plus bref, on va dire. Alors, du coup, j'ai pris l'exemple d'un monsieur, Charles, qui est atteint de la maladie de Huntington et qui présente également une déficience visuelle grave. Donc, c'est une personne, on a été sollicité par le lieu dans lequel il vivait, qui est une résidence réservée aux personnes déficientes visuelles sans troubles associés, dans laquelle il vivait de façon totalement autonome. Donc lui, son projet, c'était de pouvoir garder une vie autonome avec des souhaits de socialisation. Et à terme, il savait que compte tenu de l'évolution attendue de sa pathologie, il nécessiterait certainement d'être accueilli en structure et il avait déjà identifié la structure dans laquelle il souhaitait être accueilli plus tard, qui était une maison d'accueil spécialisée hors région dans sa ville natale. La difficulté de la résidence quand elle nous a contactés était en lien notamment avec les troubles du comportement. Il présentait des conduites sociales inadaptées avec notamment des problématiques autour de l'exhibition puisque il pouvait se dévêtir et laisser son logement ouvert sans que les professionnels ne parviennent à agir sur cette problématique-là. Il pouvait uriner dans les ascenseurs et tout cela était en lien notamment avec une perte de repères très importante. Il y avait également des mises en danger puisqu'il pouvait aller dormir dans la rue au lieu de rentrer dormir chez lui. Compte tenu des troubles neurologiques générés par la maladie de Huntington, on a pu voir assez rapidement qu'il y avait beaucoup des conduites inadaptées qui étaient vraiment en lien direct avec la maladie de Huntington et qui n'étaient pas comprises en fait par les professionnels. Donc, il a été vraiment nécessaire d'apporter un éclairage. Il pouvait présenter une agressivité qui était généralement en lien avec la difficulté à, à répondre aux questions qui lui étaient posées ou aux explications qui lui étaient apportées, car les personnes s'exprimaient soit trop rapidement, soit donnaient trop d'informations dans la même phrase ou dans la même conversation. Et du coup, le ralentissement du traitement de la pensée lié aux troubles neurologiques faisait qu'il ne parvenait pas à suivre ce qui lui était dit et entraînait des situations notamment d'agressivité. Et puis, il y avait également donc des difficultés très graves à assurer son hygiène et l'entretien du logement. Donc, les répercussions de cette incompréhension des troubles du comportement qu'il présentait, ça a été une rupture de communication. Et c'est aussi pour ça que la résidence souhaitait qu'on intervienne pour essayer de faire médiation, puisque les liens étaient rompus et que plus personne n'arrivait à échanger avec ce monsieur. Il y avait un risque de résiliation du bail, puisque plusieurs plaintes avaient été portées en raison des conduites sociales inadaptées et également de l'état du logement.
et puis un risque de marginalisation du fait qu'il dormait fréquemment dehors et qu'il était important de mieux le comprendre pour essayer de faire en sorte qu'il puisse intégrer son logement le soir. Et puis, il y a eu également des abus de personnes malveillantes puisqu'il pouvait faire confiance à toute personne qui croisait dans la rue. Et compte tenu du fait qu'il passait beaucoup de temps dans la rue, il a été identifié comme personne vulnérable et a pu être abusé malheureusement à plusieurs reprises par des personnes malveillantes. Donc, ça nous a demandé vraiment de travailler à la fois dans la dimension individuelle et dans la dimension collective de ce que je vous présentais tout à l'heure, puisqu'il a fallu d'une part nouer vraiment une relation de confiance avec ce monsieur pour réussir à rentrer en communication avec lui, à retisser des liens et à mieux comprendre les troubles du comportement. Au bout d'un moment, il a pu nous expliquer qu'en fait, lorsqu'il se mettait nu, c'était parce qu'il avait trop chaud et qu'il ne trouvait pas d'autre solution que d'aérer son logement et de se mettre nu. Donc, on a pu reprendre après les choses avec lui et apporter des éléments d'explication par rapport à ses conduites sociales inadaptées, puisque pour lui, ça semblait être la meilleure solution face à la difficulté qu'il rencontrait. Donc, il y a eu tout un travail, donc d'une part de mise en confiance qui nous a aussi permis de travailler sur la mise en place d'une mesure de protection juridique et en parallèle d'accompagnement des multiples professionnels qui étaient autour de cette situation. C'est un monsieur qui était connu à la fois des services sociaux, des infirmières libérales, il avait un médecin traitant. Il avait des services d'aide à la personne qui le connaissaient, mais qui finalement tous étaient en difficulté. Il était également connu du commissariat de police de proximité, des services de mairie, puisqu'il avait été signalé à plusieurs reprises et qu'il y avait même eu des plaintes déposées contre lui. Donc, on a été l'interlocuteur de tous ces intervenants pour à la fois donc apporter un éclairage qui a été vraiment capital, hein, quand on a eu le commissariat de police au téléphone et qui nous ont dit, mais en fait, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, il nous répond non. À partir du moment où on a pu leur expliquer qu'effectivement, comme son délai de traitement de l'information n'était pas respecté, le plus simple pour lui, c'était de répondre non de façon systématique, puisque de toute façon, il ne pouvait pas traiter l'information qu'il était délivrée. Ça leur a apporté un éclairage capital pour mieux comprendre pourquoi il refusait tout. Voilà, du coup, petit à petit, il y a eu vraiment un maillage autour de lui de professionnels très impliqués, très engagés qui avaient, au début de notre intervention, tous souhaité se retirer de l'accompagnement et finalement, avec une meilleure compréhension des troubles qu'ils présentaient, on a pu retrouver un engagement des professionnels autour de cet accompagnement et travailler progressivement à une orientation, travailler à la mise en place d'accueil temporaire en structure qui permettait d'alterner entre son domicile et le fait qu'il puisse être accueilli dans des lieux plus adapté, on va dire, mais qui permettait aussi de briser son isolement et de retravailler sur les habiletés sociales et tout ce qui peut être travaillé dans une structure médico-sociale en complément. Et c'est comme ça qu'au bout de 3 ans d'accompagnement, il a pu rentrer en maison d'accueil spécialisée dans le lieu qu'il avait initialement choisi. Donc, on voit bien comment le fait à la fois de faire de la sensibilisation, de l'appui aux pratiques aux professionnels, tout en travaillant sur la relation de confiance avec la personne, a permis de retisser des liens entre les professionnels de proximité et lui, et nous, progressivement, de nous pas nous retirer complètement parce que la situation était suffisamment complexe pour que les professionnels et quand même toujours besoin de prendre des temps d'échange ou d'être épaulé par moment. Mais pour autant, on était vraiment en seconde ligne et les professionnels ont pu vraiment ensuite reco-construire un accompagnement solide autour de cette personne-là qui a été apporté un étayage qui a permis d'arriver à une issue favorable.
Je vais vous parler rapidement de la recherche-action qui a été menée entre 2020 et 2022 par l'équipe Relais Handicap Rare sur l'accompagnement donc, du syndrome de Prader-Willi, qui est un syndrome qui est fortement représenté dans les situations de rupture de parcours aussi en Île-de-France et en tout cas dans le champ du handicap rare. Et suite à une interpellation notamment et des échanges avec l'association Prader-Willi France, donc nous avons porté cette recherche-action pour essayer de mieux comprendre comment on pouvait réussir à écarter ce risque de rupture d'accompagnement qui restait très présent malgré des accompagnements menés par l'équipe Relais Handicap Rare selon les modalités habituelles. Donc c'est comme ça qu'on a donc modélisé un type d'accompagnement très renforcé, euh, combinant également l'accompagnement de l'environnement et de la personne, basé sur l'autodétermination notamment, avec un gros travail autour de la posture professionnelle et de l'aménagement de l'environnement, une meilleure compréhension des besoins spécifiques également pour parvenir à un apaisement des situations, à une stabilisation des parcours. Il y a donc un webinaire de restitution de cette recherche-action qui est disponible sur Internet pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur les résultats de cette recherche-action. Ouais, on a été trop vite. Ouais, pardon. Alors, pour faire tout cela, Sophie vous a présenté nos actions sur l'Île-de-France et moi je vais revenir sur une dimension un peu plus nationale et puis aussi sur la dynamique qu'on cherche à mettre en œuvre avec l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France. Donc pour faire cela, on s'appuie sur des centres ressources experts. Ils sont de l'ordre de 4 dans notre dispositif. On a le centre Robert Laplane qui est spécialisé sur tout ce qui est troubles complexes du langage et surdité. Le centre La Pépinière qui est spécialisé sur tout ce qui est déficience visuelle et principalement déficience visuelle et troubles du spectre autistique, mais toute déficience visuelle avec troubles graves associés. Le centre phare qui est spécialisé sur les épilepsies non stabilisées et le centre CRESAM qui est spécialisé sur les surdicécités. Afin qu'on travaille tous ensemble, les 4 centres ressources et les 13 équipes relais, parce qu'on couvre l'ensemble du territoire national, on est coordonné par un groupement national. Sur l'Île-de-France, plus précisément avec l'Agence régionale de santé, on a développé une dynamique qui s'appuie sur des unités spécifiques, des unités handicap rares, qui sont des petites unités non pérennes, qui permettent d'accueillir des situations majoritairement âgées entre 16 et 25 ans, qui sont en rupture de parcours ou qui ont un parcours semé de difficultés pour pouvoir rester dans une seule et unique structure collective. Et donc, ces jeunes peuvent relever, qui relèvent du champ de l'handicap rare, peuvent relever d'une évaluation de l'équipe relais et pouvoir, si il y a des possibilités d'accueil, être accueillis dans ces unités qui sont avec des professionnels formés euh, et puis qui portent aussi une autre dimension qui est la fonction appui ressources. La fonction appui ressources permet d'aller sur l'ensemble du territoire, apporter et partager leur expertise pour permettre aux personnes d'être maintenues ou d'être accueillies en structure. Ces unités ont comme champ soit le champ des maladies rares. Alors, principalement, pour vous donner quelques exemples, ça va être des syndromes comme le syndrome d'Angelman, le syndrome de Rett, la maladie de Sanfilippo, voilà, et quelques autres pathologies, je ne vais pas tous vous les nommer. On a aussi des unités spécialisées sur l'accueil de personnes avec une épilepsie non stabilisée. On a aussi des unités qui accueillent des personnes avec le syndrome Prader-Willi. Et là, c'est un petit peu différent puisque là, on commence à 12 ans sur ces unités pour l'accueil. Ces unités donc relèvent d'une évaluation uniquement par l'équipe relais pour pouvoir effectuer une admission et relèvent d'une notification spécifique. Elles couvrent l'ensemble du territoire régional, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez plus d'informations ou si vous pensez que certaines personnes peuvent, en rupture de parcours, peuvent relever de ces unités.
On développe aussi donc la fonction appui ressources qui pour la plupart des fois est adossée à une unité handicap rare, mais pas toujours. Actuellement, il y a un appel à projet en cours à l'Agence régionale de santé autour des déficiences sensorielles. On verra qui répond à cet appel et qui surtout sera retenu. L'idée, c'est d'aller essaimer les expertises pour que les personnes puissent être accueillies au plus près de leur domicile, euh, tout en ayant une réponse à leurs besoins. Et puis, bien sûr, on travaille avec l'ensemble des acteurs du territoire qui souhaitent accueillir, accompagner, être aidés pour l'accueil ou l'accompagnement des personnes avec un handicap rare. Et donc, cette nouvelle mission qui nous est attribuée, c'est une mission d'acteur pivot. C'est ainsi qu'elle se nomme. Et puis, pour pouvoir effectuer à bien nos missions, en 2018, on a effectué un diagnostic territorial. On était accompagné et par l'Agence régionale de santé et par le CREAI. En 2021, il y a eu un diagnostic sur la déficience visuelle dans le champ du handicap rare, donc déficience visuelle et troubles graves associés. Et actuellement est en cours un diagnostic territorial sur la surdité avec le trouble grave associé. Alors, la manière dont on pense le diagnostic territorial partagé, l'idée c'est de mieux comprendre les complexités de ce public, d'identifier les leviers, de pouvoir intégrer le regard de tous les acteurs du territoire et puis de mettre en œuvre des réponses collectives. Donc, pour terminer sur nos modalités d'interpellation, tout le monde peut nous solliciter, que ce soit les familles, la personne elle-même, la MDPH, les différentes ARS départementales ou régionales, les centres nationaux de ressources, handicap rare, des médecins, des professionnels. Voilà, tout le monde peut nous solliciter. Quel est le public pour lequel on peut nous solliciter? Il n'y a pas de restriction d'âge, donc de la naissance à la fin de vie. Ce sont des personnes en situation de handicap rare et situations associées à un fort niveau de complexité. En sachant que on est régulièrement sollicité par les partenaires qui souhaitent identifier si oui ou non une situation relève du handicap rare. Donc voilà, c'est tout à fait possible en cas de doute qu'on puisse vous apporter un éclairage. Donc, on a une fiche de premier contact à compléter et un formulaire de consentement également donc à faire compléter par la personne ou son représentant légal. Et ensuite, les demandes sont étudiées assez rapidement par le médecin et la pilote. Il n'y a pas de nécessité de reconnaissance de handicap par la MDPH. Il n'y a pas non plus de notification pour pouvoir avoir accès à nos interventions. Et il n'y a pas non plus de durée maximale d'accompagnement. Voilà. Et concernant le consentement, je souhaitais aussi préciser que nous pouvons intervenir auprès des professionnels pour une sensibilisation sur un handicap rare ou bien pour un temps d'appui aux pratiques, sans pour autant que ce soit centré sur une personne en particulier. Et du coup, dans ce cas-là, nous pouvons intervenir sans consentement, puisque ce sera de façon plus générale sur les besoins spécifiques en lien avec le handicap rare de la personne. Voilà. Je pense qu'on a terminé. S'il y a des questions, on est à votre écoute. Merci à toutes les deux pour cette présentation très claire.